Le thème 2 d'Histoire en seconde s'intéresse essentiellement au 15e, 16e siècle, cette période où vraiment on va connaître de grands bouleversements dans tous les domaines. Et commençons ce chapitre 1 de ce thème 2 d'Histoire sur l'ouverture atlantique qui va démarrer aux alentours du 15e siècle. Alors, au milieu du XVe siècle, il faut savoir que les Européens connaissent surtout l'espace méditerranéen, hein. Je vous rappelle notre cours que nous avons eu sur le Moyen Âge et cette mer Méditerranée qui est le carrefour de tous les commerces, de tous les échanges entre ces différents royaumes autour de la mer Méditerranée. Mais effectivement, au XVe siècle, on est centré sur l'espace méditerranéen. Et donc, ils connaissent très mal l'Asie et l'Afrique. Ils connaissent, mais ils connaissent très mal en tout cas les mers, les océans qui entourent l'Asie et l'Afrique. Eh bien, il faut savoir qu'un siècle plus tard, tout va changer. L'Espagne et le Portugal vont contrôler une grande partie de l'Amérique et l'importance de la Méditerranée va décliner au profit de l'océan Atlantique. Alors concentrons-nous d'abord sur l'Espagne et le Portugal qui sont vraiment les premiers à lancer ces grandes explorations et qui vont découvrir ce nouveau monde entre guillemets. Alors au XVe siècle, je vous l'ai dit, la vision du monde des Européens, elle est très sommaire, elle est très limitée. Elle se limite à la Méditerranée et l'Asie. On connaît les voyages au temps des croisades, ou on connaît le voyage de Marco Polo vers la Chine au XIIIe siècle, mais ce sont des récits des voyages qui restent quand même assez limités, assez rares, et qui sont souvent entourés de légendes. Alors les représentations de la Terre sont encore influencées par l'Antiquité et la religion, notamment par la Bible, et la vision de la Terre, du globe terrestre, reste assez imprécise, et on est toujours dans cette religion chrétienne, avec l'existence d'un supposé paradis terrestre qui serait aussi sur cette Terre. Mais au milieu du XVe siècle, on a des raisons de voyager qui émergent. Tout d'abord, on a des raisons religieuses et politiques. Eh bien oui, les Turcs ottomans, ces fameux musulmans qu'on avait étudiés, ces royaumes musulmans au Moyen Âge, eh bien en 1453, ces Turcs ottomans, ces musulmans, vont prendre Constantinople en 1453, cette date qui est importante, et ce qui va causer la chute de l'Empire byzantin. Le traumatisme va être immense en Europe, et plusieurs souverains vont décider alors d'étendre l'influence du christianisme à de nouveaux peuples, principalement les souverains espagnols et portugais qui sont en pleine reconquista. Bon, des raisons économiques aussi. Des raisons économiques, l'extension de l'empire musulman ottoman empêche les marchands européens d'accéder à la soie et aux épices d'Inde. Les routes terrestres qu'on empruntait via Constantinople, eh bien, sont bloquées par ces Turcs musulmans, ces Turcs ottomans. Et donc, les Européens ne peuvent plus accéder à la route de la soie et aux épices qui venaient d'Asie, d'Inde notamment. Alors, on va commencer à organiser des voyages maritimes le long de l'Afrique. Le but étant bien sûr de contourner, alors hop, là sur cette carte on ne voit pas forcément, mais de contourner en tout cas l'Afrique pour ensuite arriver en Asie. Et donc on va commencer à organiser ces fameux voyages autour de l'Afrique, le but étant de trouver une route maritime directe vers l'Inde et s'approvisionner en épices, en soie, en or, etc. Toutes ces richesses de l'Asie. Bon, et puis effectivement, il y a aussi des raisons techniques. Ces raisons techniques, ces voyages maritimes vont être rendus possibles parce qu'il y a eu de nombreux progrès au XVe siècle. Par exemple, on peut penser les Portugais qui inventent cette fameuse caravelle, cette caravelle qui est un bateau qui est quand même plus simple et qui peut faire des voyages plus longs puisque c'est un bateau plus rapide, plus léger, ces petites caravelles. On va aussi mettre au point des cartes un peu plus précises, comme des portulans, évidemment, pareil, ce sont des cartes hispaniques. Et puis des instruments qui vont permettre de s'orienter un petit peu mieux sur la mer, la boussole, l'astrolabe, etc., etc. Évidemment, la date importante pour ces grandes découvertes, c'est 1492, quand Christophe Colomb, un marin italien au service des souverains catholiques d'Espagne, va se lancer dans une expédition maritime osée, destinée à la base à atteindre les Indes par l'ouest. Mais personne ne connaissait l'immensité des océans.
Et Christophe Colomb s'exprime dans une lettre en disant: «Je crois que cette terre dont les souverains ont ordonné la découverte sera immense, et je suis convaincu que là est le paradis terrestre». Donc ça, c'est un extrait d'une lettre de Christophe Colomb au roi et à la reine d'Espagne. Alors, il va avoir du mal, hein, Christophe Colomb, à convaincre les souverains d'Espagne de financer son expédition. Il va devoir beaucoup, beaucoup argumenter, et il va finir par enfin convaincre la reine d'Espagne. Et donc, ils vont financer cette expédition. Évidemment, le but premier, c'est le commerce, hein. Évidemment, c'est de s'enrichir en biens et en produits, mais aussi d'agrandir le royaume d'Espagne pour niveau des conquêtes territoriales. Alors, Christophe Colomb, bien évidemment, en échange de ses explorations, son projet, il va demander des sommes et des titres immenses s'il réussit, hein. Alors, il demande d'être chevalier, gouverneur des îles découvertes, il veut s'emparer d'un dixième de toutes les richesses acquises. Et la reine d'Espagne va être d'accord. Ok, bon. Il va partir en août 1492, et il va accoster sur l'île d'Hispaniola. C'est San Salvador aujourd'hui, hein, dans les Caraïbes. Donc il va arriver sur l'île d'Hispaniola le 12 octobre 1492, puis il va caboter, c'est-à-dire caboter, c'est rester en bateau le long de la terre. Il va accoster sur Cuba, puis Haïti. Alors pendant le trajet, il va quand même perdre le plus grand de ses bateaux, la Santa Maria, mais il va tout de même décider de revenir en Espagne après avoir fait son trajet des îles. Mais il revient évidemment sans toutes ses promesses. Il a trouvé un peu d'or, quelques épices, il ramène 10 Indiens, du tabac, des fruits exotiques, mais comparé à ce qu'il avait annoncé avant de partir, c'est pas grand-chose. Bon, il est quand même accueilli en triomphe en Espagne, parce qu'il a quand même réussi à aller faire son expédition et à revenir, ce qui n'était pas le cas de tous les explorateurs. Et puis il va repartir ensuite pendant 5 ans. Il va même fonder une colonie qui s'appellera Isabella, hein, du nom de la reine d'Espagne, et il pensera même que Cuba est une péninsule de l'Asie. Vraiment, dans sa tête, il était arrivé au continent asiatique, hein. Il touche enfin le continent américain. Évidemment, à la base, il ne sait pas que c'est le continent américain. Il arrive au niveau du Venezuela actuel, en 1498, donc au cours de son troisième voyage. Mais il va mourir sans savoir qu'il est sur un nouveau, entre guillemets, continent, hein. Et c'est Amerigo Vespucci, beaucoup plus tard, qui va donner le nom Amérique au continent. Amerigo, Amérique. En fait, il va donner son prénom. Il va comprendre que Christophe Colomb avait découvert un nouveau continent, mais c'est lui qui va donner son nom au continent Amérique. Bon, Christophe Colomb, il va revenir de son troisième voyage, et ça va très mal se terminer pour lui. Il va se faire emprisonner, destituer de son titre de gouverneur, parce qu'en fait, il va pas. Il s'est bien rendu compte qu'il n'avait pas touché les Indes, et ce sont les Portugais avec Vasco de Gama, qui est un explorateur portugais, qui vont achever le tour de l'Afrique en 1498, et qui vont être les premiers à atteindre les Indes. Donc en fait, la reine d'Espagne va faire emprisonner Christophe Colomb, et Colomb va mourir oublié et pauvre en fait, hein. Il va être complètement... la fin de sa vie est très triste, hein, Christophe Colomb. Bon. Alors, d'autres voyages d'exploration, bien sûr, ont lieu. On pense à Magellan, qui va faire le premier tour du monde en 1519. Bon, Magellan, on dit qu'il a fait le premier tour du monde, mais en fait, c'est plutôt ses bateaux, parce qu'il va mourir en route, hein. Mais c'est ces navires qui vont achever le tour du monde en 1522. Bon, pour autant, c'est comme c'est lui qui a amorcé, on va dire, ce voyage, on estime que c'est Magellan qui a fait le premier tour du monde en 1519, et il est revenu en 1522, même si ce ne sont que ses bateaux qui sont revenus sans lui. Bon, alors évidemment, les Espagnols sont tout à fait concurrencés par les Portugais, qui sont vraiment les premiers en fait, hein, à avoir lancé les premiers voyages. Et puis, donc les Portugais, dès le début du XVe siècle, hein, ils ont aussi lancé des voyages. Donc ils vont aller à Madère, aux Canaries, au Cap-Vert. Ils vont franchir l'équateur en 1471. Ils vont atteindre le Congo en 1482. Et c'est Bartholoméu Dias qui va être le premier Européen à rejoindre le cap de Bonne-Espérance en 1488. Ensuite, Vasco de Gama, hein, portugais, qui atteint l'Inde en 1498, et Pedro Cabral, qui va découvrir le Brésil en 1500. Et évidemment, ces Portugais, hein, c'est quand même eux qui vont tenir le chapeau, si vous voulez, des découvertes, et qui vont atteindre les premiers l'Inde, par voie maritime en tout cas.
et ils vont être très soutenus par un prince, le prince portugais Henri le Navigateur. En fait, il était passionné de navigation et c'est lui qui a vraiment encouragé toutes ces explorations. Et c'est aussi pour ça que les Portugais, évidemment, ont été les premiers, à vraiment atteindre les objectifs fixés. Bon, les découvertes de Colomb en 1492 vont évidemment attiser les tensions entre Espagnols et Portugais. On a une sorte de concurrence qui s'installe entre ces deux royaumes. Ce qui fait qu'en 1494, il va falloir se mettre d'accord. On va partager ce nouveau monde sous l'autorité évidemment du pape. Hein, c'est le pape qui va décider de gérer ces tensions entre Espagnols et Portugais. Et en 1494, un traité très important est signé. C'est le traité de Tordesillas, donc entre les Espagnols et le Portugal. Et donc on va tracer une espèce de ligne imaginaire qui va diviser le monde en deux. Et évidemment, les Espagnols, eux, auront le droit d'occuper les terres qui sont à l'ouest de cette fameuse ligne imaginaire, et les Portugais auront le droit, donc vous voyez quand même un bout du Brésil, hein, évidemment, les Portugais vont se mettre là, hein. Et puis, les possessions portugaises seront à l'est de cette ligne imaginaire. Et ça va éviter, si vous voulez, les tensions, les guerres qui pourraient éclater. C'est bon, on a tracé une ligne imaginaire et on s'installe comme on peut de l'autre côté de ces lignes-là. Bon, ces deux puissances vont donc se lancer dans la conquête des terres obtenues et ils vont mettre en place des empires coloniaux. D'autres États comme la France, l'Angleterre et les Pays-Bas vont lancer également des explorations afin de concurrencer les empires coloniaux, mais ça va plutôt être à la fin du XVe, voire même début du XVIe siècle. On va être un peu plus tardif dans ces explorations, donc il faut vraiment garder en mémoire que les premiers à explorer, ce sont les Portugais et les Espagnols. Donc évidemment, une fois que on a exploré, qu'on a découvert entre guillemets de nouveaux lieux, de nouveaux endroits, eh bien on va installer ces empires coloniaux et on va coloniser ces territoires. Alors déjà, il y a plusieurs façons de coloniser. Coloniser par exemple par la force, ça va être avec ces fameux conquistadors, ces fameux chefs d'expédition militaire, hein, qui vont être motivés bien sûr par l'enrichissement personnel. Alors je vous le rappelle qu'en 1494, avec le traité de Tordesillas, l'Espagne et le Portugal obtiennent de la part du pape un partage des terres connues ou à découvrir. La limite, elle est fixée sur les méridiens qui passent à 370 lieues à l'est du Cap-Vert. Et donc l'Espagne obtient le contrôle de l'Amérique latine, sauf le Brésil, enfin une partie du Brésil. Et le Portugal, évidemment, obtient cette partie du Brésil, obtient l'Afrique et l'essentiel de l'Asie. Et de nouvelles routes commerciales vont être créées. Les Portugais vont établir des comptoirs le long des routes africaines vers les Indes, en Afrique subsaharienne par exemple, en Inde, en Chine. Et puis évidemment, on va avoir aussi des colonies, des comptoirs qui vont être créés sur ce nouveau continent, l'Amérique. Et évidemment, une fois qu'on a créé ces ces fameuses colonies, eh bien, on commence à aller un peu plus loin dans les terres. Et le but, c'est d'instaurer ces empires coloniaux et d'aller plus loin dans les terres, hein, pour aller récupérer de la richesse. Évidemment, les conquistadors, ce sont eux, hein, qui sont les chefs de ces expéditions. On peut citer Hernán Cortés, hein, donc ses dates de naissance et de mort, c'est 1485-1547. Hernán Cortés, par exemple, il va débarquer au Mexique en 1519 avec 600 hommes. En 1521, après avoir été accueillis par l'empereur aztèque, alors il faut savoir que oui, hein, à la base, ils ont des relations assez cordiales. Alors, bon, les Aztèques voient d'un œil assez curieux, assez surpris ces hommes. Ils ne connaissent pas forcément les chevaux qu'ils amènent, ils ne connaissent pas les armes à feu. Et effectivement, ils sont assez surpris, ils se disent, il vaut peut-être mieux faire baisser les chines et puis coopérer avec eux puisqu'ils ont l'air quand même assez forts. Et donc au début l'empereur aztèque il accueille les bras tendus, les bras ouverts en tout cas, envers Hernán Cortés et ses hommes. Sauf qu'évidemment Hernán Cortés peu à peu va réussir par prendre la capitale de l'empire aztèque, hein, Tenochtitlan, par la force et il va asservir, hein, euh, les tribus aztèques et mettre fin évidemment à cette domination. Enfin, en tout cas, à la domination aztèque sur le territoire. Bon,
Un autre conquistador, c'est Francisco François Pizarro. Ses dates de naissance et de mort, c'est 1475-1541. Donc lui, il arrive au Pérou en 1531 avec 183 hommes. En 1532, il va inviter l'empereur Atahualpa à Cajamarca et il va le faire prisonnier. Et l'empereur Inca va ensuite être exécuté l'année suivante, par ces fameux Espagnols, et son empire, l'empire Inca, va être complètement détruit aussi, hein, par les Espagnols. Donc ce ne sont pas des périodes magnifiques, si vous voulez, avec ces conquistadors qui vont ruser et qui vont soumettre de nombreuses civilisations autochtones, donc les Aztèques et les Incas. Et donc on garde en mémoire Hernán Cortés et Francisco Pizarro qui ont vraiment détruit ces deux civilisations qui étaient là depuis très longtemps. Bon, évidemment, une fois qu'on a créé des colonies, des comptoirs, qu'on a colonisé une bonne partie et détruit, hein, évidemment, ces civilisations, volontairement ou non, évidemment qu'on peut dire que cette colonisation va bouleverser les populations d'Amérique. Alors, effectivement, on a toute une partie évidemment de la population qui va être décimée à cause de ces colons, de cette colonisation. Mais effectivement, on a aussi une autre forme de la colonisation, c'est de coloniser par la religion. Et je pense à tous ces missionnaires qui vont être envoyés pour christianiser les Amérindiens, les autochtones. Alors, bon, ces missions d'évangélisation, hein, de convertir à la religion, ont toujours été liées évidemment au voyage d'exploration des Espagnols ou des Portugais, hein. Il n'y a pas que en Amérique qu'on va vouloir convertir, christianiser. Ça va être pareil en Afrique et pareil en Asie, hein. Bon, dès 1523, on va voir des missionnaires franciscains qui vont débarquer au Mexique. On va créer le premier évêché à Mexico en 1528. Donc, je vous l'ai dit, des missionnaires partent également vers l'Afrique et l'Asie. On peut citer François Xavier, qui est un moine, qui va aller en Inde en 1542, puis au Japon en 1549, leur but étant de christianiser les Japonais, les Indiens. Matteo Ricci aussi, qui est un jésuite, on en reparlera, et qui va aller en Chine. Et d'ailleurs, il va beaucoup bien s'adapter à cette culture japonaise et il va même être reçu par l'empereur du Japon. Il va avoir un nom japonais. Enfin, vraiment, il va bien se mettre dans cette civilisation. Alors, au Concile de Lima en 1583, le catéchisme catholique va être même traduit en 3 langues indiennes. Le but c'est de, évidemment, diffuser ce catéchisme catholique, hein, à toutes ces populations indiennes, à toutes ces populations autochtones. Bon, pour évangéliser les populations, les Espagnols aussi vont vouloir organiser un clergé composé d'autochtones. Bon, ça va être un échec, et ce sont des enfants de colons qui vont devenir des prêtres. Dans les colonies, la lutte contre les pratiques religieuses des peuples autochtones est implacable, hein. La population est convertie de force au catholicisme. Les Européens justifient leur politique en insistant sur le caractère inhumain des civilisations rencontrées, notamment sur le cannibalisme. En 1533, je vous l'ai dit, les conquistadors espagnols s'emparent de l'empire Inca. Ils exploitent les mines, notamment les riches mines du Potosi. Ils vont prendre le contrôle des ressources agricoles et ils vont réduire en esclavage une partie de la population amérindienne. Et donc les populations locales, hein, victimes notamment du choc microbien, vont être décimées. Les civilisations aztèques et incas vont disparaître progressivement avec la conquête espagnole. Donc effectivement, ça, on l'aura vu dans le cours, mais on a notamment entre les conquêtes très fortes des conquistadors qui vont détruire des civilisations, entre ces missionnaires qui vont tenter de christianiser et qui vont du coup détruire les religions des autochtones, et puisque ça va être des conversions très très violentes, très brutales. Et puis bah, n'oublions pas évidemment ces maladies qui vont être diffusées, ces maladies européennes qui vont être diffusées sur les populations autochtones et qui vont décimer une grande, grande partie aussi de ces peuples. Alors n'oubliez pas que c'est valable aussi dans l'autre sens, hein, des maladies que nous, on ne connaissait pas, nous, Européens, on ne connaissait pas, vont être aussi diffusées en Europe et vont décimer une partie de l'Europe. Sauf que, évidemment, on a une hygiène peut-être un peu plus poussée, on est sur une santé un peu différente en Europe, une médecine un peu différente en Europe, et donc on va être un peu moins, si vous voulez, impacté
ces maladies qu'on ne connaît pas. Mais on va quand même être impacté de même par ces maladies. Bon, et évidemment, on va avoir une population qui va aussi être décimée à cause de ces travaux forcés, puisque le but de ces empires coloniaux, c'est ensuite d'entretenir, de produire, de développer les richesses. Et donc, les autochtones, on va les faire travailler comme esclaves, si vous voulez, comme ouvriers, très très mal payés, bien sûr. Ils vont travailler dans ces mines d'or, d'argent, dans les plantations, avec des conditions de travail et de vie terribles. Ce qui va faire que, évidemment, on a à peu près, euh, on a à peu près 20% de la population. Enfin, la population va être divisée vraiment. Euh, la population va vraiment s'effondrer très très brutalement à cette époque-là. Alors face forcément à cette situation des Indiens, des autochtones, on va avoir certains humanistes, comme Bartolomé de Las Casas, qui vont s'émouvoir de cette situation de ces Indiens. Et ça va être ce qui est au cœur de la controverse de Valladolid. Alors cette controverse, cette discussion, cette réunion, est organisée par Charles Quint, vous savez, l'empereur du Saint-Empire germanique et le roi d'Espagne. Alors, en 1550, ça va avoir lieu à Valladolid, en Espagne, et ça va être pour trancher la question sur le sort des Indiens. Il va y avoir un grand débat, effectivement, entre Bartolomé de Las Casas, qui défend les Amérindiens, qui défend le sort des Indiens, et Sepúlveda, qui lui, par contre, euh, encourage, si vous voulez, l'esclavage, la domination de ces Indiens. À la fin de ces discussions, il va être admis quand même que les Amérindiens ont une âme, et par conséquent qu'ils appartiennent à l'humanité. Donc, les exterminer ou les faire travailler comme esclaves, c'est plus possible. Il faut aller chercher de la main-d'œuvre ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, on va laisser tranquille, on va dire, ces Amérindiens, sauf que bien sûr, la majorité a déjà été décimée. Mais qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'il faut continuer quand même à produire dans les mines, dans les plantations, on va faire appel à une autre main-d'œuvre, et bien la main-d'œuvre africaine. Et ça va être cette fameuse traite négrière, l'achat d'esclaves venus d'Afrique, et ce qui va aussi influencer le peuplement de l'Amérique, puisqu'on va voir apparaître une population métissée qui va se développer sur tout le continent. Et puis on va voir ce développement du commerce triangulaire ainsi que la traite atlantique qui vont prendre énormément d'ampleur à cette époque-là. Évidemment aussi une autre façon de coloniser ces nouveaux mondes, eh bien, ça va être au moyen des échanges commerciaux avec les marchands. Évidemment, c'est l'appât du gain qui attire beaucoup les jeunes hispaniques, les Portugais, les Espagnols, à partir s'installer dans les colonies d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique. La découverte de métaux précieux chez les Amérindiens, que ce soit sous la forme de bijoux, d'objets de culte ou de poudre d'or, a notamment attiré beaucoup de convoitises. Les colons, les marchands européens prennent le contrôle de ces mines d'or et d'argent. On peut citer celle du Potosí au Pérou qui va être dominée en 1545. Ces hispaniques vont fonder des villes nouvelles, créer des exploitations agricoles et des ports, ces fameux comptoirs. Et ça va être le début de cette première mondialisation avec ces échanges entre tous ces continents. Les populations autochtones, bien sûr, sont réduites en esclavage et puis sont aussi durement touchées par ces fameuses épidémies, notamment de la variole. On a quand même 90% de mortalité en Amérique et de rougeole, ce qu'on va appeler le choc microbien. Donc la population amérindienne, elle serait passée de 25 millions en 1519 à 1 million en 1605. C'est pourquoi les Européens vont donc faire aussi appel aux esclaves africains comme main-d'œuvre et vont se lancer dans la traite négrière. Et c'est ce qui va bien sûr être le lieu de cette première mondialisation, ces échanges de marchandises qui vont s'intensifier énormément. Donc avec la découverte et la colonisation de l'Amérique, les flux commerciaux et humains sur l'Atlantique vont exploser. Les échanges bien sûr concernent l'or, l'argent, mais aussi les plantes. Des plantes connues au Moyen Âge qui sont introduites et cultivées en Amérique, comme la canne à sucre, le coton, le café, mais on va aussi connaître d'autres plantes qui sont originaires d'Amérique, comme l'ananas, le cacahuète, le maïs ou l'avocat, qui vont être exportées vers l'Europe, mais aussi en Afrique et en Asie, où ces plantes vont s'acclimater. Et on va tester évidemment de ramener des plantes pour les mettre dans des jardins, dans des parcs, et aussi les entretenir.
avec plus ou moins des échecs, hein. Le nombre des terres évidemment non connues se réduit, puisque on va continuer à coloniser, à faire des voyages, à explorer. Cependant, l'intérieur des continents américains et africains vont quand même rester inexplorés. On parle bien de l'intérieur à l'intérieur, hein. Enfin, ces terres-là, on va les laisser un petit peu en marge, puisque nous, ce qui nous intéresse beaucoup, hein, c'est surtout ces fameux comptoirs, rester sur les littoraux. C'est quand même plus rentable, puisque les bateaux peuvent s'arrêter dans les ports. Et même si une bonne partie de l'Asie est connue, hein, la Chine et le Japon restent quand même peu fréquentés par les Européens. Évidemment, l'Espagne et le Portugal vont être les premiers à s'enrichir de l'exploitation de ces richesses. L'afflux d'or et d'argent, ça va transformer les villes portuaires et ça va être des lieux très importants du développement d'une première mondialisation économique. On peut citer Séville, la ville andalouse, qui va devenir le port par lequel transitent obligatoirement tous les produits venant des Amériques, depuis la création en 1503 de la Casa de Contratación. 2 fois par an, un convoi de galions apporte une grande quantité d'or et d'argent dans la cité, et ça va évidemment enrichir Séville. Lisbonne aussi, la capitale portugaise, qui profite des expéditions lancées par le prince Henri le Navigateur pour attirer vers elle les richesses des comptoirs portugais de la route africaine des Indes et du Brésil. Et d'autres ports européens, évidemment, vont profiter plus tard du commerce transatlantique et colonial. On peut citer Anvers, Londres, Saint-Malo ou même Bordeaux, hein, toutes ces villes portuaires, hein, européennes qui vont peu à peu s'enrichir et se développer. Alors évidemment, pour soutenir l'explosion de la demande européenne, hein, comme on l'a déjà vu, les colons ont recours à une main-d'œuvre d'esclaves. Autrement dit, le développement du commerce atlantique va nourrir la traite atlantique, c'est-à-dire ce fameux commerce d'esclaves de l'Afrique à l'Amérique. Donc vous connaissez forcément ce fameux trajet. Les Européens, essentiellement les Portugais et les Espagnols, fournissent en armes et en pacotille les Africains, qui capturent pour eux les esclaves, ensuite déportés vers l'Amérique. Et enfin, ces mêmes navires ramènent les denrées exotiques, telles que le sucre, dont l'Europe raffole, en Europe. Et donc on parle de commerce triangulaire. Et effectivement, on a environ 1 million d'Africains qui vont être ainsi déportés en Amérique jusqu'en 1650 et 11 millions jusqu'au 19e siècle, dans des conditions effroyables. On parle même d'une perte d'environ 10% des esclaves durant le trajet à bord des navires négriers. Et vous connaissez toutes ces conditions terribles, le statut de ces esclaves terrible, hein, évidemment, entre le 15e et le 19e siècle. Bon, l'Atlantique désormais, hein, est placé au cœur des échanges au détriment du commerce méditerranéen. Les fameux ports qu'on avait vus dans notre cours sur le Moyen-Âge, comme Venise, Gênes, déclinent. Et à l'inverse, les ports atlantiques, Séville, Anvers, Lisbonne, Bordeaux s'enrichissent. Ce dont évidemment les paysages urbains gardent la trace, hein. Si vous allez à Bordeaux, si vous allez à Nantes, vous verrez évidemment ces hôtels particuliers de cette nouvelle classe sociale, ces bourgeois, hein, qui s'enrichissent grâce à la traite négrière. Et bien sûr qu'aujourd'hui, on a encore ces bâtiments qui persistent. Donc, les voyages, hein, de découverte entrepris par les Espagnols et les Portugais à travers l'Atlantique ont donc abouti à la colonisation de l'Amérique par les Européens, au bouleversement du peuplement du continent et à cette fameuse première mondialisation portée par l'explosion des échanges de toute nature. Et ces découvertes remettent aussi en question un grand nombre d'opinions anciennes. Elles vont ébranler les certitudes des Européens et vont montrer que l'homme est capable de grands progrès. Et en cela, eh bien, ces découvertes vont préparer d'importants bouleversements culturels et religieux que nous verrons dans le chapitre suivant.